suis particulièrement heureux de t'accueillir aujourd'hui. Je sais que tu as une activité chargée, donc merci d'être venu ici. Et étant grand amateur des festivals que tu organises, c'est un plaisir de faire cette interview. Donc dans les années 2000, tu montes avec ton associé et compagnon Alexandre Jaillon l'agence Wheel of Art. Et 10 ans après, vous lancez Wheel of Green. Est-ce que tu peux me donner un petit peu les raisons qui vous ont poussé à lancer ce premier festival grand public écolo français? Alors, j'avoue que quand tu m'as posé cette question, on me la pose de temps en temps, mais à l'aune de ce que je vois ici, je me suis réinterrogée, vraiment, si ce n'était pas une foultitude de choses. Et fondamentalement, je pense que j'ai grandi dans une famille assez engagée. Ma mère était assistante sociale et a monté tout un programme très fort sur l'alphabétisation des femmes et a accueilli de très nombreuses générations de ce que maintenant on appelle les réfugiés. Et j'ai grandi dedans. Et puis une autre partie de ma famille est viticulteur, maraîcher, agriculteur. Et donc pendant 30, 40 ans, j'ai vu le changement de paradigme de ces projet et qui a perdu la bataille, parfois des très gros viticulteurs, et qui a gagné la bataille, souvent des gens qui ont travaillé précision et vraiment acharnement. Et donc du coup, ça m'a donné vraiment cette envie de pouvoir arriver à avoir de l'impact dans le milieu dans lequel était le mien, c'est-à-dire la production de musique et de grands événements. Ok, très bien. Et du coup, en 2014, vous avez lancé une scène dédiée finalement aux présentations des innovations et des débats autour de l'écologie. Et rapidement, vous avez même développé un village qui présentait les acteurs du changement et leurs initiatives inspirantes. C'était quoi le but poursuivi finalement? On a été aussi beaucoup inspiré par de grands festivals internationaux qu'on a voyagés, qu'on a rencontrés. On a gagné un award par hasard, je dirais, en 2012 au Festival Award européen. Et on est rentré tout de suite dans un réseau. On a pu se connecter avec des dizaines de festivals sur lesquels il y avait des projets pluridisciplinaires qui nous ont extrêmement impactés. Et on a essayé de l'importer avec nos spécificités françaises. Les Anglais sont l'humour, ils sont très forts là-dessus, donc ils font des scènes de comédie extrêmement corrosives qui vont être dans l'impact aussi. Et on a vraiment essayé de faire des choses qui soient ciselées et en collaboration avec des réseaux français de médias. Et j'ai la chance de le programmer avec Maxime qui est dans la salle et qui m'a aidé depuis le début, justement, en montant ce réseau-là. L'impact, effectivement, de cette scène-là est à infuser tout le festival. C'est-à-dire que finalement, bien sûr, le projet, c'est de changer notre façon de faire des grands événements. Notre événement accueille 100 000 personnes à 5 scènes, se tient dans le bois de Vincennes, qui est un bois charté ISO 14001. On a 4 000 personnes qui travaillent dessus de près ou de loin. Donc c'est un gros projet. Donc évidemment, chaque verticale du projet, il est extrêmement poussé, c'est-à-dire l'énergie, les déchets, l'eau, le transport des festivaliers, les prestataires, etc. Donc on est très précis depuis 15 ans sur ce projet-là. Mais effectivement, le récit, l'impact, le fait que tout soit dit dans le mot, We Love Green, et que beaucoup de festivals ont ça dans la production d'aider, bien sûr, mais le fait de le clamer, de à la fois se mettre en danger par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on peut être aussi clivant, eh bien, on a voulu emporter tout le monde, c'est-à-dire être entouré d'experts en tous les sens du terme et pouvoir être en dialogue à ce moment-là sur le festival. Donc, on a créé en 2014 la scène de conférence. On a accueilli Paul Watson, Jérémy Rifkin, Jean-Louis Etienne, Christian Clot et tant d'autres. Et on a pu ensuite convaincre les artistes qui parfois n'étaient pas forcément très à l'aise pour être légitimes, pour porter des causes très spécifiques, très précises, de donner leur audience, de pouvoir, avant leur grand concert, donner la possibilité à quelqu'un de parfois inconnu dans certains secteurs, mais très actif sur certaines causes, de parler devant 20, 30, 40, 50 000 personnes, avec un petit pitch introductif de quelques secondes, avant la grande scène, de se jeter devant un public qui ne vous connaît pas et de raconter pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, et que ces héros qui sont des héros pour nous, du quotidien, de notre quotidien, soient ensuite à la force de l'impact devant une jeunesse ou une famille, puisqu'on a créé un festival familial qui était vraiment pouvoir parler à tout le monde. C'était ça le grand enjeu de notre événement, de pouvoir parler à vraiment des gens qui n'étaient pas dans cet entre-soi,
de l'engagement que l'on connaît tous, qui sont des gens qui travaillent avec nous, mais de pouvoir parler plus loin et de proposer à Orelsan de partager pourquoi il est engagé à Madagascar sur une association qui fait des choses extraordinaires, pourquoi Aurélien Barraud est venu parler devant le public de Nino, pourquoi Féris Barka de Banlieue Climat est venu parler d'Aventif cette année, et tant d'autres. Et aussi, par exemple, des avocats qui avaient des class action en Amazonie équatoriale ont gagné contre Exxon. Enfin, des rôles modèles qui vont pouvoir dire à une génération « Ah, en fait, il y a d'autres voies. Il y a des gens qui se battent partout et qui ont des profils qui pourraient me ressembler. » Et donc, on est dans ce moment-là, dans cet petit instant où on est nous-mêmes dans un festival. Le festival, c'est un endroit très particulier où on vient pour voir un artiste et on repart en ayant adoré un autre. On vient pour rencontrer un groupe d'amis et puis finalement, on repart parce qu'on a trouvé l'amour. Parce qu'on a rencontré un humoriste qui, avec sa façon assez corrosive, vous a touché au cœur parce que c'est plutôt ça votre mode de récit. Donc ce lieu-là, où on est vraiment nous-mêmes, où on est détaché de tous nos a priori, on peut toucher au cœur, on peut allumer cette lumière, on peut allumer cette petite flamme, comme on dit, et pouvoir essayer d'avoir cet réel impact. Donc le lieu nous a semblé adéquat pour pouvoir passer tous ces messages et embarquer tous les gens qui font ce festival, les sponsors, les politiques, les techniciens, évidemment tous les gens qui travaillent dessus, mais aussi même ces petits détails des collectivités territoriales qui ne sont pas forcément contents de vous avoir au premier abord parce qu'ils ne sont pas forcément du même bord politique, mais être en permanence dans la médiation que l'on a. On est dans le bois de Vincennes et il y a beaucoup de communes riveraines autour qui n'étaient pas forcément contents de nous voir arriver. Et donc du coup, toujours pareil, faire comprendre. On fait visiter maintenant le festival avec des learning exhibitions qu'on a vues à l'étranger dans certains festivals. Et donc, on fait des petites visites à 20, 30, 40 personnes tout autour du festival pour comprendre et pour essayer d'être à la force de la preuve aussi, c'est-à-dire dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Et ça a été un long chemin parce que, évidemment, quand on a une exposition comme celle-ci, on est au cœur des critiques, du greenwashing, de l'impact, de la mortalité des oiseaux à cause de la musique. On est sous le feu de tous les projecteurs et cette particularité, elle a pu être mise en place parce qu'on a essayé en permanence d'être dans le dialogue et dans l'ouverture de nos chartes de précision. Super, donc le chemin accompli est déjà énorme, mais c'est quoi les prochaines étapes pour toi ? Alors, les prochaines étapes, déjà, le festival, il est mature. Il a maintenant 13 ans, Covid compris. On a une stabilité dans le bois de Vincennes. On a convaincu qu'on était légitime pour rester là. Et on est dans une forme de petite décroissance, c'est-à-dire qu'on voit le curseur. Il faut qu'on soit 30 000 personnes par jour. C'est le bon format. Il faut trouver un modèle économique autour de ça, bien sûr. Et puis, on est plutôt maintenant aussi dans le conseil, c'est-à-dire qu'on accompagne d'abord, c'est devenu de façon pro bono, hein, on est dans environ 15 groupes de travail français et internationaux sur comment on change les habitudes du monde du spectacle. Moi, je suis présidente des festivals français pour le gros syndicat des musiques du live en France. Donc, on bouge sur tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est subvention, tout ce qui est normes d'impact sur les festivals, la fameuse trajectoire carbone des festivals, mais aussi en Europe, des groupes de travail sur la circularité des matériaux dans les festivals. Donc, c'est tous ces éléments-là où il faut qu'on arrive à donner du temps. C'est du temps, effectivement, qui donne de l'apprentissage. Et on va le modéliser aussi, pouvoir avoir de l'impact sur notre écosystème et dans des entreprises qui doivent aussi faire des événements qui eux-mêmes sont éco-conçus. Ensuite, forcément, le gros sujet, c'est le modèle économique. On est ici devant des investisseurs. Le festival Willow Green, ce n'est pas forcément un produit qui est extrêmement bénéficiaire. On a des hauts, on a des bas, comme les grands professionnels de la musique. Et on est adossé à une agence événementielle qui, avec cette solidité, amène des propositions d'événements pour des institutions, pour le Grand Palais, pour les JO, et qui vont amener tout ce savoir-faire.
Ça, on l'a développé et dos à dos avec notre agence, on arrive à créer ce fameux 360. Alors évidemment, ce 360, on pourrait se dire, le festival Willow Green, après tout, notre agence marche très bien. Pourquoi le continuer s'il est réellement déficitaire? Et parce que ça arrive parfois, on a des aléas. Vous êtes bien au courant que le changement climatique, il nous touche, nous, en priorité. Orages, canicules. On a subi ça de par les années et on a essayé de gérer ça et d'avoir un impact là-dessus. Mais on considère que Willow Green, c'est un outil de soft power. Et je pense qu'il y a 10 ans, quand on a monté le festival, on était dans une énergie très forte de la société est en train de basculer, est en train de changer. Et force est de constater que non. On est quand même encore devant des énormes défis sociaux, politiques, écologiques. Et que cet outil de soft power qui engage beaucoup de communautés, il est important, il ne peut pas disparaître. Et donc, notre outil de soft power, notre énergie qui doit être mise dans ce projet, on le finance selon les années, on le porte et on va le partager finalement avec des nouveaux investisseurs, souvent des groupes de médias pour lesquels, encore une fois, les médias ne sont pas forcément les projets économiques les plus solides, mais on considère qu'actuellement, ces projets-là, avec mes futurs partenaires, mes partenaires, c'est indispensable dans la société civile dans laquelle on est pour pouvoir être en face d'autres médias, d'autres projets qui sont en train de prendre place en France. Merci beaucoup Marie, on vous donne tous rendez-vous pour Willow Green 2025.